partie de la journée. Bonjour à tous pour ceux qui se sont reconnectés et qui vont se reconnecter au fur et à mesure. Donc, nous avons le plaisir, cet après-midi d'avoir la présentation de Frédéric Gache et de Ludovic, Feitre et puis, l'intervention grand témoin de, Jean-Marc Dewitt. Alors Frédéric, c'est à toi. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon? Parfaitement, parfaitement. OK, merci. Bonjour à tous. Merci Myriam de l'invitation, hein, c'est très sympa de venir présenter les actions que Seine Grand Lac développe sur le sujet, enfin sur les thèmes de la journée. Merci à Tom Zugasti pour la logistique efficace dans le cadre de ce séminaire. Donc, on m'a proposé d'intervenir sur le sujet « Comment l'expertise peut éclairer le débat et la décision publique en matière de prévention des inondations ». Et j'aimerais appuyer mon propos à travers 2 exemples. Alors, les diagnostics de vulnérabilité territoriale aux inondations, que nous avons menés d'ailleurs en lien avec l'Institut Paris Région et Ludovic Feitre, qui sera l'intervenant suivant. Et puis le dispositif Epicène, qui nous sert, nous, d'outil de sensibilisation et de formation des acteurs locaux. Alors, vous le verrez dans la présentation, les 2 sujets vont être inversés. Je vais d'abord parler d'Epicène, parce que chronologiquement, on l'a développé avant. Et dans le cadre des diagnostics, je me servirai d'ailleurs d'une vidéo qu'on a développée dans le cadre d'Epicène pour présenter le sujet des diagnostics de vulnérabilité territoriale. Alors, je voulais voilà, vous parler quand même en propos introductif de qui sommes-nous, enfin Seine Grand Lac, hein. Pour quelles raisons nous travaillons sur ces sujets-là? Et vous verrez que sur l'Île-de-France, mais je pense que Ludovic en parlera aussi, il y a un constat assez clair sur l'exposition aux inondations sur notre bassin qui pousse à agir. Et puis, nous, on inscrit toutes nos actions, puisqu'on est un établissement public, dans le cadre de programmes d'action de prévention des inondations, qui sont des dispositifs de travail assez partenariaux. Le but étant d'agir le plus largement possible avec l'ensemble de la chaîne des acteurs, État, collectivités, associations, chambres consulaires, etc., etc. Donc voilà, donc le dispositif Epicène, puis les diags. Alors, juste en 2 mots, et je vais être rapide, Seine Grand Lac travaille sur un grand territoire qui va des sources de la Seine jusqu'à la confluence avec l'Oise à la sortie de l'Île-de-France, hein, donc un terrain de jeu de 44 000 km², à peu près grand comme les Pays-Bas, voilà, avec 140 EPCI, 19 départements. Évidemment, on survole les choses peut-être d'un petit peu plus loin que la commune, mais ça nous donne un regard, on va dire, complémentaire. Sur ce bassin, évidemment, vous pouvez retrouver, je ne sais pas si vous voyez bouger ma souris ou pas. Je vais essayer de prendre le pointeur, ça va être plus simple. Est-ce que vous voyez le pointeur là? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc on a historiquement des lacs réservoirs qui sont situés en amont de l'Île-de-France, et puis dans le Morvan ici, et puis un dernier ouvrage qui est en train d'être construit ici dans le secteur de la Bassée en Seine-et-Marne pour compléter le dispositif d'ouvrage de protection. Alors, rapidement, on est un syndicat mixte historiquement qui regroupait des conseils départementaux de l'Île-de-France, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Plus récemment, la métropole du Grand Paris, dont d'ailleurs notre président est le président de la métropole du Grand Paris. Et puis depuis 2017, la gouvernance de cette structure s'est élargie à d'autres acteurs, comme les communautés d'agglomération de Troyes, Champagne Métropole, le Grand Saint-Dizier, Pays de Meaux et la région Grand Est. Alors c'est une structure dont la gouvernance, évidemment, est en construction, hein. On n'est pas encore un parlement complet à l'échelle de notre territoire. Donc, historiquement, donc, on gère des lacs réservoirs qui ont été construits suite à des grandes crises hydriques, hein, que ce soit inondations ou des sévères sécheresses, dont le rôle est double, diminuer les effets des crues, soutenir les étiages. Et moi, je suis arrivé en 2007 pour développer d'autres actions pour compléter l'action des lacs. Et depuis notre reconnaissance comme EPTB, donc établissement public territorial de bassin en 2011, on développe de nouvelles missions pour contribuer à réduire la vulnérabilité de l'agglomération francilienne notamment, mais au-delà, puisqu'on porte 6 programmes d'action de prévention des inondations à la demande de l'État et des territoires qui sont exposés.
Et donc tout le développement de ces actions cumulées fait qu'aujourd'hui, on offre aux collectivités de notre territoire un bouquet de réponses à peu près sur l'ensemble du spectre de la gestion des inondations et bientôt sur la prévention des étiages qui, ça ne vous aura pas échappé, est un sujet plus que d'actualité puisque en dehors évidemment de cette année extrêmement humide, on est dans une séquence de 15 ans de sécheresse. Donc le fameux constat qui pousse à agir, mais ça, je vais faire rapidement parce que pour ceux qui connaissent l'Île-de-France, vous le savez déjà autant que moi. On a fait travailler l'OCDE il y a une dizaine d'années et donc on sait que on a des crues lentes, on a une surreprésentation d'enjeux exposés dans les lits majeurs qui sont urbanisés à 95 et en fonction des scénarios de crues qu'on prend, eh bien, on peut avoir des perturbations assez larges à la fois dans la zone inondable et au-delà, de par l'interdépendance des réseaux, et qui pourraient faire en sorte que ce territoire soit à l'arrêt pendant plusieurs mois, et certains services publics, notamment transport, peut-être pendant plusieurs années. C'est le cas de la RATP, si on en croit ce qu'il publie. Voilà, je reviens pas là-dessus, tu en parleras sans doute plus. En fait, à l'échelle française, c'est vraiment le territoire le plus exposé où les impacts à la fois socio-économiques seraient les plus forts, de l'ordre de 30 milliards d'euros de dommages directs, 60 milliards supplémentaires à 5 ans, et puis des chiffres économiques mais aussi sociaux, hein, en fonction des scénarios, jusqu'à 700 000 pertes d'emplois, c'est quand même pas tout à fait neutre. Voilà, donc nos actions s'inscrivent en déclinaison de plusieurs dispositifs existants, hein. Évidemment, il y a la stratégie de 2014, la stratégie nationale, mais à l'échelle du bassin, on a des objectifs à travers le plan de gestion des risques inondations de Seine-Normandie. Et puis même à l'échelle infra, on a toutes les stratégies locales sur les fameux TRI, donc les territoires à risque important d'inondation. J'ai rajouté cette diapo-là aussi pour expliquer que même s'il y a une compétence GEMAPI aujourd'hui qui a été transférée du bloc communal à l'interco, tout ne relève pas de l'interco aujourd'hui. Il y a encore des collectivités et les communes notamment qui ont des compétences en matière notamment d'information, de gestion de crise, hein, parce que la gestion de crise aujourd'hui, on est toujours sur le schéma classique et vertical qui va du préfet jusqu'au maire. Donc, pour montrer que par rapport à cela, chaque acteur a sa place en fait dans le dispositif et qui est compétence GEMAPI n'a pas renvoyé tout au bloc intercommunal. Alors, on s'inscrit pour atteindre les objectifs du PGRI à travers plusieurs éléments. Donc, nos fameux diagnostics de vulnérabilité territoriale, en fait, ce sont en fait, le produit final, c'est une stratégie locale de gestion des risques d'inondation. Alors, on avait commencé à faire ça sur les TRI, mais toutes les intercos ne sont pas TRI. Elles avaient quand même besoin de faire un diagnostic territorial pour, on le verra, faire le point de ce qu'il y a chez eux de vraiment exposé et quel est l'effort derrière qu'il faut faire pour essayer de s'en prémunir. On s'inscrit dans les papilles, j'en parlais tout à l'heure, et puis Épicène, évidemment, dans tout ce qui est action de communication et d'information préventive. Alors, nos territoires, je vous l'ai dit, prioritaires pour la mise en œuvre des papilles, ce sont les TRI, mais pas seulement. Alors, sur notre périmètre de reconnaissance, il y a 11 papilles en cours. Vous voyez qu'il y a assez peu de trous, hein. Il y a eu un très, très gros développement de ces outils-là depuis une dizaine d'années. On est passé de 3 en 2010 à 11 aujourd'hui. Et moi, je parlerai surtout d'un, celui de Seine-et-Marne-Francilienne, qui est un peu notre navire amiral, qui existe depuis 2012. Et vous voyez que à l'échelle du bassin, on pilote d'autres papilles, hein, autour de Châlons-Champagne, Saint-Didier, Troyes, Auxerre, et sur le loin, qui ne contient pas de TRI, mais qui est, comme vous le savez, avait été gravement atteint par la crue de 2016 au mois de juin, dont on va bientôt fêter l'anniversaire. Là-dessus, au-delà de nos actions sur les papilles, on a aussi une cellule d'accompagnement qui, sur la base des premiers diagnostics de territoire qu'on avait fait, accompagne maintenant d'autres collectivités de notre bassin dans cet exercice. Alors, le dispositif Épicène au service des territoires. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce dispositif de sensibilisation? Informer le public, qui est un nouveau métier chez nous, surtout depuis 2010.
et qui, en fait, partait d'un demi-échec qu'on a eu lorsqu'on a eu la commémoration de la crue de 1910, donc en 2010, où on avait tous travaillé, services de l'État, nous et d'autres, pour commémorer cela, et on pensait que nous étions de bons communicants, et en fait, nous ne l'étions pas, puisque c'est un métier à part entière, et que ça ne s'improvise pas, et qu'il faut développer des outils à part entière dont on ne disposait pas à l'époque. Donc notre objectif, c'est pas informer pour informer, c'est informer pour faire changer les comportements, donc que les gens aient une meilleure anticipation par rapport à l'événement, connaître les bons gestes, en fait, qu'ils soient moins en réaction, mais plus en anticipation. C'est une action qui est inscrite évidemment dans notre PAPI, donc Seine-et-Marne francilienne, depuis 2014. Une action d'un budget d'1,5 million d'euros depuis 2016, qui sont financés à 80% par le Fonds Barnier et le FEDER d'Île-de-France. Et qui répond, c'est ça qui est important là-dedans, qui répond à une demande des acteurs locaux, on va en parler derrière, qui a émergé au moment de l'élaboration de la stratégie locale en 2014. Une action qui s'inscrit dans la durée, évidemment. On part du principe qu'on est dans une première phase de 10 ans, depuis 2016, pour vérifier l'utilité de ce service public. Une action chez nous qui a nécessité de changer d'optique, je vous le disais, on n'était pas du tout des communicants, et de se faire aider par des spécialistes. Alors, institut de sondage, entreprises spécialisées dans la communication territoriale, la réalisation de vidéos, de supports numériques, etc. Une action qui a entraîné la création de nouveaux métiers chez nous, notamment community manager, et l'embauche de 2 collaboratrices spécialisées, donc qui sont 2 équivalents temps plein, uniquement chargés aujourd'hui de développer ce dispositif et de l'animer. Alors, je voudrais passer à la diapo suivante, mais ça ne marche plus. En fait, Vous il faut m'entendez toujours? oui, bah, c'est parfait. Je pense qu'il faut que tu sortes ta présentation et que tu la relances. Si c'est que tu arrêtes le mode Oui, présentation. ben, j'aimerais bien, Ah, mais à peu, ah point. et Parce que là, je fais échappe, mais tu veux pas? Ah, attends 2 secondes. Je vais essayer de ouais, passer. ou arrête le partage. Attends, mode présentateur. Écran. Voilà, ça devrait aller mieux là. Là, vous le voyez là? C'est mieux là? Parfait, parfait. Parfait, voilà. Donc, je vais essayer d'aller assez vite, parce que bon, vous êtes des spécialistes à la base. Donc Prends ton évidemment, temps. l'information préventive, c'est un dispositif complémentaire aux mesures structurelles, et c'est sur ce volet-là qu'on s'inscrit. Je vous le disais, inspiré par la concertation des acteurs locaux lors de l'élaboration de la stratégie locale de gestion des risques inondations. Un bref rappel, l'État nous avait missionné pour la réaliser, en tout cas sur la partie du TRI métropole francilienne qui est inscrite sur notre périmètre. 17 réunions en 18 mois, à peu près 1000 personnes qu'on a mis autour de la table pour travailler sur tous ces sujets en lien avec les services de l'État. Et c'est à ce moment-là que ce besoin a été identifié. D'abord, un centre de ressources qui centralise les informations relatives aux risques d'inondation qui étaient éclatés sur une myriade de sites. Donc voilà, le but, c'est de co-construire des outils en s'appuyant sur les acteurs locaux, je vais y venir. Et on n'était pas tout seul à la base dans cette aventure-là. On n'avait aucune légitimité seul à partir sur ce volet-là. Donc on s'est dit, on va essayer de construire un dispositif partenarial. Oui. Euh, Frédéric, oui, on ne voit plus tes slides, on voit un écran qui est, l'écran du Teams. En fait, c'est Thierry Hubert qui a Ah, c'est Thierry qui a partagé son écran. Peut-être Ah, une mauvaise manip, oui. j'imagine. Alors Frédéric, il faut que tu reprennes la main. Oui, ok. Eh bien, je vais repartager mon écran. Désolé. pas de souci, Bonjour pas de à souci. Frédéric et André au passage. Bonjour. Ça fait. Bonjour. Je te salue également, Thierry. Alors, je reviens sur ma diapo. Alors, vous devriez la voir là. Parfait. Ok. Donc voilà, s'appuyer vraiment sur les acteurs locaux, sur le contenu des messages, essayer de tester les dispositifs avec eux,
de voir, et puis d'essayer derrière de toucher les cibles. Mais alors ça, c'est compliqué, hein, parce qu'en Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants, vous imaginez bien. Hein, donc, ce n'est pas forcément toujours simple. On a un comité de pilotage du PAPI qui est normalement l'organe de validation de ces orientations du dispositif. Je passe, voilà. Donc, on a travaillé surtout au départ avec les relais que vous avez là à l'écran, qui sont les relais qui ont bien voulu jouer avec nous au départ, hein, pour essayer de travailler la co-construction des contenus. Évidemment, avoir des contenus libres de droit qui soient accessibles à tout le monde et de façon gratuite. Et le but, c'est pas seulement de mettre en évidence les actions de Seine Grand Lac, mais de l'ensemble du spectre d'acteurs qui travaillent sur ce volet-là. On s'est bien rendu compte d'une chose, que c'était l'échelle locale et la personnalisation des messages qui étaient les clés de la sensibilisation, c'est-à-dire que je ne vais pas revenir sur la territorialisation du risque que vous connaissez tous, hein, mais c'est vraiment ce volet-là qui est important à prendre en compte. Évidemment, quand on est 12 millions de personnes, il faut qu'on s'appuie sur des acteurs locaux, parce que nous ne sommes pas forcément légitimes. Qui nous connaît finalement Seine Grand Lac? Alors moi, je suis content parce que j'y travaille depuis 17 ans, mais nous sommes vous allez dans la rue faire un sondage pour savoir qui nous sommes, vous seriez surpris ou pas du faible nombre de personnes qui nous connaissent. Donc, on s'est rendu compte en travaillant avec les communicants qu'il fallait trouver des cibles qui étaient légitimes sur leur territoire pour transmettre les messages qu'on souhaitait donner. Parce que c'est beaucoup plus percutant quand c'est un acteur reconnu qui les apporte. Hein. En s'appuyant évidemment sur une connaissance fine du territoire, parce que chaque territoire a des spécificités qui sont propres à lui-même. Hein. Évidemment, on ne communique pas dans le sud comme on communique dans le nord, si j'ose dire, et les enjeux sont différents. Dans le sud, évidemment, on est sur des messages de sécurité des personnes en priorité, alors que dans le nord, on est plutôt, quand on a de la prévision à 2 jours en général, je dis bien en général, quand on est sur des crues de débordement, on a le temps, entre guillemets, de voir venir, et donc les stratégies vont être plus sur la sauvegarde des biens, même si tout ça est un peu schématique, mais retenez cette idée-là. Donc ça, on peut le dire. Un dispositif, évidemment, qui est collaboratif. Alors, le but, nous, c'est d'essayer de construire un réseau de référents. Et vous allez voir comment on les a choisis. Ça, c'est important. Parce que nous-mêmes, on va porter des actions, évidemment, mais on va surtout former des têtes de réseau qui vont aller irriguer dans leur propre réseau, là où ils sont reconnus. Et ça, pour l'instant, c'est une stratégie qui fonctionne plutôt pas mal. Alors, évidemment, le dispositif Epicène, c'est un site web en priorité, évidemment, dans lequel vous allez retrouver des actualités, des outils, des formations sur sur 3 axes, prévention, protection et gestion de crise. Hein, vous avez là, alors parcours sensibilisation, on forme les animateurs, des parcours PCS notamment pour tout ce qui est l'UAGEN, préparation aux inondations pour les entreprises, les agents des collectivités. Et le but, comme je vous le disais, c'est s'appuyer sur des acteurs formés. Hein. Formés surtout, on va les former, eux, derrière, vont les former à un niveau infra. Par exemple, ce qui fonctionne bien comme tête de réseau, ce sont les médias. Alors jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à rentrer dans le cénacle de formateurs de journalistes qui existent, mais ça fonctionne très bien avec les associations, ça fonctionne bien avec les OPHLM, notamment où on va former des je perds le fil, des gardiens d'immeubles. Voilà. On a travaillé aussi avec la fête des voisins pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'apéro voisin pour essayer d'identifier, par exemple, dans un immeuble, les personnes qui pourraient être fragiles ou dépendantes et les faire remonter au niveau des communes pour que ça soit pris en compte dans les PC. Ça fonctionne pas mal non plus. Alors, le site internet, vous avez tout un tas de ressources, des outils de communication, tout est gratuit évidemment, des jeux. On essaye évidemment de s'appuyer sur les mœurs
de la population à l'heure actuelle. C'est-à-dire, on peut déplorer que les gens ne lisent plus des revues et autres. Bon, évidemment, mais il faut s'appuyer sur des outils qui sont utilisés. Donc, on s'appuie essentiellement sur le numérique à travers des vidéos, des campagnes Facebook, des posts sur LinkedIn, etc., sur Twitter, enfin sur X maintenant, et on développe de plus en plus Instagram maintenant, quoi. Donc, en termes de volume, si vous voulez, ça fonctionne très bien. L'outil est très bien suivi. Donc, quantitativement, on sent que ça fonctionne bien. Donc, par rapport à l'objectif de départ qu'on s'était fixé de sensibiliser de l'ordre de 12 millions de personnes, je ne dis pas qu'on y est encore, mais en tout cas, on est sur la bonne trajectoire. Et je vois que on a des vidéos qui sont vues parfois plus d'1 million de fois. Hein, donc, ça montre qu'il y a une appétence pour le format et le contenu fonctionne bien. Par contre, qualitativement, aujourd'hui, comme on s'est donné 10 ans pour essayer de réorienter les comportements de la population, ça aujourd'hui, c'est beaucoup plus délicat à mesurer. Et dans le cadre du PAPI Seine-et-Marne francilienne numéro 2, là, de 2022 à 2023-2029, on va lancer un appel d'offres sur des outils d'évaluation qualitatif de notre outil pour voir, faire le bilan, parce qu'aujourd'hui, après 6 ans d'existence, puisqu'on est sur une trajectoire à 10 ans, c'est bien d'essayer de faire ce point-là. Donc, je vais assez vite. S'il y a des questions, je reviendrai. Évidemment, là-dedans, ça s'adresse au grand public, mais comme on est collectivité, nous, ça s'adresse aussi beaucoup aux collectivités. Et il y a des outils aussi pour les entreprises. Donc, on essaie de brasser assez large. Bientôt, vous allez avoir une appli sur téléphone portable que vous aurez aussi sur le site qui s'appelle EgoSense, c'est-à-dire moi par rapport à la Seine, avec tout un tas d'informations, les durées de submersion, les bons comportements, etc., etc. Et ça marche très bien en Île-de-France et dans le cadre des PAPI de l'amont, on est en train de développer l'outil sur la partie amont en développant des épicènes sur la Marne, sur Lyon et sur le Loing, là où on intervient. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le dispositif de sensibilisation. On s'est quand même fait aider, hein, j'en ai pas trop parlé, mais on s'est fait aider évidemment par des professionnels et on a mesuré, si vous voulez, ça c'est comme le philosophe qui apprend, hein. Plus on apprend, plus on mesure sa méconnaissance des sujets, et c'était un peu le cas. Et on est vraiment passé d'une communication très technique à une communication aujourd'hui qui est beaucoup plus adaptée. Et j'encourage tous ceux, si vous ne l'avez déjà fait, de se faire aider par ces structures-là, parce qu'il y en a, enfin, il y a des sociétés qui travaillent très très bien. On a travaillé, nous, essentiellement, alors je vous les cite, mais je n'ai pas d'action dans ces sociétés, mais c'est juste, je me permets de les citer parce qu'elles ont fait un boulot formidable. Bastille, alors déjà l'Institut Ipsos avec lequel on a bossé, qui nous a trouvé les relais sur lesquels s'appuyer, ça c'était assez pertinent. Une société qui s'appelle Bastille, qui nous a permis de concevoir tout l'outil et de s'appuyer sur le numérique notamment. Et derrière, notamment une boîte qui s'appelle Sido, qui est à Lyon et qui nous a réalisé toutes nos vidéos, dont une que vous allez voir bientôt là. Myriam, est-ce qu'à ce stade-là, on fait des questions ou je termine ma présentation? Alors, je te propose effectivement de faire un premier jeu de questions, comme ça, de précision ou une contribution à la présentation par la suite par Frédéric. Alors, levez la main ou écrivez vos questions dans le chat, comme vous le Là, souhaitez. j'ai enlevé pour pouvoir voir les questions. Voilà. J'ai enlevé, je le remettrai après. Hein. Oui, je te remercie. Des réactions. Je sais que c'est après le repas, mais allez-y. En région parisienne, les habitants connaissent à peine leur mairie. Voilà. Ah. Oui, vous avez en partie une raison. réaction. Oui. Je trouve ça super, hein, merci, c'est très instructif. Il y a un seul truc,
c'est que vous Ouais. parliez d'anticipation, donc Oui. comment dire, impliquer les citoyens pour qu'ils anticipent davantage, et puis peut-être les élus, les maires, etc., un peu tout le monde. Ce qu'il faut surtout pas laisser passer comme message, c'est que l'État se désengage. Ça, c'est un point parce qu'il y a des gens qui écrivent là-dessus, il y a des gens qui font des recherches, et voilà. Donc, c'est juste cette remarque. Alors, je ne l'ai pas assez précisé, mais évidemment, il y a un acteur qui est central dans le dispositif, parce qu'il le finance lui-même. C'est l'État à travers le ministère de l'écologie, donc l'ADRIUAT au niveau régional chez nous, et la préfecture de police. Parce que sur le volet gestion de crise, évidemment, vous imaginez bien qu'en Île-de-France, rien ne se passe sans la préfecture de police et le secrétariat général à la zone de défense. Donc tous les messages comportementaux, évidemment, ont été travaillés et validés par les services de l'État, ne voulant pas, nous, si vous voulez, créer des avatars de messages comportementaux qui iraient insinuer des doublons ou choses comme ça. Donc non, on ne voulait surtout pas. Et ça, c'est sur les messages. Et dans un deuxième temps, on fait, j'ai parlé beaucoup du dispositif de sensibilisation, mais c'est aussi un dispositif de formation où nous avons des ressources en interne pour former les relais sur tous les sujets. Sensibilisation, on a tout un volet de balade urbaine où on s'appuie beaucoup sur la pose de repères de crues pour faire au plus proche de la rivière une découverte de ce qu'est le risque inondation. Ça marche très très fort, notamment avec les scolaires et les profs. Ça leur fait une sortie et ça leur permet, surtout avec des profs d'histoire géo qui ont une vision, vous voyez, plus terrain des sujets, ça marche bien. Et on fait beaucoup de formations gestion de crise en lien avec les SDIS en grande couronne. Alors pas assez avec la BSPP en petite couronne, hein, je vous l'accorde. Ça, c'est aussi une des choses qu'on doit améliorer. Mais on bosse beaucoup avec la zone de défense sur le contenu et sur les messages apportés dans le cadre de ces exercices de gestion de crise. On a trouvé, nous, notre place dans le dispositif de gestion de crise comme, si vous voulez, l'État se chargeant de faire réaliser les PCS avec les communes et nous intervenant dans des exercices de simulation pour faire vivre ces planifications pour qu'en fait les planifications soient comment dirais-je, le plus efficace possible le jour où il y a une crise. Et puis surtout, on invite toute la strate État-collectivité pour que les gens apprennent à se connaître. Alors, ils apprennent à se connaître dans d'autres cénacles que les nôtres. Mais nous, on fait une piqûre de rappel et ça permet d'avoir des annuaires de crise à peu près à jour. En tout cas, c'est une des illustrations intelligentes que l'exercice Sequanat 2016 nous avait montré. C'est-à-dire que des annuaires de crise à jour, c'est quand même plus pratique pour se parler, sachant que c'est la coordination qui pêche le plus lorsqu'il y a une crise, coordination qu'elle soit interne d'ailleurs, ou avec la strate préfectorale ou SDIS ou Croix-Rouge, etc. Donc j'espère à peu près avoir répondu à votre question, même si c'était peut-être une réponse assez longue. Merci Frédéric, merci aux deux Frédéric d'ailleurs pour la question et la réponse. Maintenant, Stéphane, puis après Thierry. Oui, deux remarques. Je pense que ce travail est très très important parce qu'effectivement, on est confronté, mais de plus en plus, à la question de où sont les gens. En termes de mobilisation, en termes de sensibilisation, on ne sait pas où les trouver. Donc, c'est très bien que vous testiez les nouvelles modalités. Les gens sont très labiles. La population se désengage très vite du local et de tout ce qui peut concerner son environnement immédiat, au-delà de réactivité par rapport à un événement ou à un projet, un aménagement, mais qui peut gêner. Donc là, les dynamiques sociales obligent effectivement à trouver d'autres vecteurs. Et puis tout de même, une réaction par rapport à, certes, l'État ne se désengage pas, mais comparons les moyens de 1985, les moyens locaux en 1985 et en 2025. Et là, on va avoir, mais c'est un vertige quand on est sur le terrain. D'abord, les gens ne savent plus où trouver des interlocuteurs. La création des méga-régions fait que les DREAL, maintenant, avec très peu de personnel, supervisent des régions énormes, vraiment énormes, qui ont toutes chacune leur spécificité de bassin versant et de rives ici et là plus ou moins dangereuses. Donc, on a une baisse de connaissances pratiques
au niveau de l'aléa, mais aussi des vulnérabilités et même des ressources. C'est-à-dire que là où il faut tout de même se souvenir qu'on avait des gens à un niveau des cantons qui savaient très bien qui avait une pelleteuse, qui avait ceci ou cela, un canot. Enfin voilà, je ne vais pas aller dans le détail, mais et là, on est confronté là aussi à des dynamiques qui sont tellement rapides dans les carrières des ingénieurs où je ne blâme pas l'attitude des uns et des autres, mais on a des jeunes ingénieurs qui arrivent avec des responsabilités énormissimes sur les risques et qui, sincèrement, s'ils restent 3 ans en poste sur une région, on est déjà très content de les avoir comme interlocuteurs. Donc, effectivement, du coup, il faut aller chercher des nouvelles structures comme la structure plus bassin versant, plus d'autres échelles spécifiques à chaque risque. Mais oui, l'État se désengage pour ce que les gens vivent au concret. Alors, je vais me permettre de répondre, même s'il n'y a pas de questions formelles. Oui, je vous rejoins sur plusieurs points. D'ailleurs, l'État vient avec nous, par exemple, sur ce qui est aujourd'hui outils d'amélioration de la connaissance. On travaille avec eux sur un outil de modélisation des crues de la Seine et de la Marne, donc en co-maîtrise d'ouvrage. On a fait tout un travail avec les opérateurs de réseau sur l'amélioration de la connaissance des nappes alluviales. Sous Paris, c'est par là d'ailleurs que les sujets commencent. Et puis, on travaille avec la Caisse centrale de réassurance, mais je vais en parler là dans le cadre des diacs de territoire, sur la couche de données ruissellement qui a fait frémir, je vais vous expliquer ça, c'était assez drôle, qui a fait même frémir les services de l'État, parce que d'habitude, c'est l'État qui fait les porter à connaissance, et sur cette couche-là, ils n'en disposaient pas pour de basses raisons sur lesquelles je ne souhaite pas revenir parce que je ne suis pas en responsabilité dessus, mais vous interviewerez la DGPR à ce sujet si vous avez des relais jusque là-bas. Et sur le volet gestion de crise francilien, les moyens par rapport à 85, évidemment, il n'y a plus de conscription. La fin de l'Union soviétique a permis de tailler très très fortement dans les budgets, de renvoyer au rebut un certain nombre de matériel militaire qui pourrait être utile en cas de gestion de crise, hein, notamment tout ce qui est au niveau du génie. Après, la critique est facile, l'art est difficile, j'oserais dire, parce qu'en Île-de-France, vous avez une telle concentration d'enjeux sur un tel confetti territorial que vous avez, en fonction des dépassements de seuil, vous passez de 1000 à 50 000 personnes à évacuer d'un coup, quoi. Donc, calibrer des moyens humains pour faire face, c'est extrêmement compliqué, voire même il faudrait anticiper les évacuations 2 jours avant que l'eau arrive, ce qui, à l'aune de l'expérience du Loing en 2016, nous a montré que tant que l'eau n'est pas là, eh bien, c'est compliqué d'évacuer des gens. Et alors que l'eau est là, les mêmes qui ne voulaient pas évacuer 2 jours avant braillent comme des veaux en se demandant que fait l'État, quoi. Et sur le Loing, c'était 17 500 personnes. Là, on est sur une strate, si je prends que les gens qui sont dans la zone inondable pour la hauteur 1910, on est déjà sur 900 000. Mais même, mettons la crue de 55 à 7,50 m, s'il y a 150 000 personnes à évacuer, c'est une crise aujourd'hui qui n'a pas été testée en temps réel en France. Je parle des villes modernes, hein, très dépendantes des réseaux, etc. Et si on veut des échelles de gestion de crise de ce type, il faut remonter à des dates qui font pas forcément l'unanimité quand on veut aborder ces sujets. C'est en gros l'invasion allemande en 1940. Bon, c'était d'autres sujets. Mais en termes d'énormité et de complexité à gérer, on est à peu près sur une crise de ce type. Sans oublier le fait qu'il n'y a pas les infrastructures légères aujourd'hui en Île-de-France pour absorber, entre guillemets, on va dire les migrants de l'inondation. Ça sera un vrai sujet. Et puis, si on dézoome encore un tout petit peu, comme on est à peu près tous géographes, imaginez bien que s'il y a une crise à Paris, il est fort probable qu'il y en a une en même temps sur d'autres bassins et qui va diluer un petit peu plus les moyens de réponse que l'État pourra mettre sur la table. Voilà, donc encore une fois, désolé pour la réponse un peu longue, mais c'était plus une sorte de commentaire par rapport à votre commentaire.
Merci Frédéric. Thierry. Oui, merci pour cet exposé particulièrement éclairant. Alors, je dirais éclairant pour nous à FPCNT, parce que je pense que tout le monde autour de cette table nous connaît et nous avons bien ce problème de finalement comment on calibre notre action et avec qui, si l'on veut qu'elle ait une portée transformatrice, hein, et donc ça pose la question de la proximité. Et moi, ma question, c'était donc de savoir, vous avez évoqué des référents, on sent que vous avez une stratégie qui consiste à passer par des relais, vous avez clairement pris, si j'ai bien compris, cette option. Donc, pouvez-vous dire comment vous les avez trouvés, choisis, qui sont-ils, ont-ils comment dirais-je, une feuille de route? C'est comme si vous sous-territorialisez votre propre action par certains points de vue. Est-ce que vous pourriez expliquer ce point, s'il vous plaît? Alors, je suis désolé parce que dans mon intervention, en fait, je pense qu'il y a eu une animation malheureuse dans ma présentation. Normalement, on aurait dû avoir une explication de comment ces référents ont été choisis. En fait, les référents ont été choisis de la façon suivante. On a fait travailler Ipsos pour nous catégoriser la population francilienne et ils nous l'ont catégorisé en, on va dire, 4 ou 5 catégories de personnes. Des gens qui, entre guillemets, c'est pas leur sujet. Je vous la fais courte. En gros, ils nous ont trouvé une strate d'à peu près 10% de la population qui sont des gens convaincus par le fait que l'Île-de-France est exposée et qui souhaitent s'engager. Et donc, on s'est dit, plutôt que de diluer nos forces à essayer de sensibiliser 12 millions de personnes, on va plutôt essayer de travailler avec cette cible-là. Donc ça a été très éclairant parce qu'on partait, moi je n'étais pas du tout un communicant, j'avais l'image des instituts de sondage un peu surannés, vous voyez, et en fait c'est un outil extrêmement puissant, extrêmement pertinent. Et donc dans un exemple de ces 10%, eh bien, le réseau associatif, au sein de la ville de Paris, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 100 000 personnes qui portent la carte du citoyen. Alors ça, j'interviens beaucoup dans des masters d'université. De temps en temps, il y en a un ou deux qui l'ont. Ah, moi je l'ai, etc. Et qui sont des jeunes qui ont envie de s'engager sur différents sujets du développement durable. Et on va puiser un peu dans ce vivier-là. Je vous disais tout à l'heure les OPHLM, avec des formations pour les gardiens d'immeubles. Les rectorats qui nous demandent de plus en plus de former des profs. Le rectorat de Paris, avec lequel on a un partenariat. Donc, vous voyez, on a fait la fête des voisins. Le vrai problème qu'on a, c'est d'assurer sur la durée des clauses de revoyure à ces relais-là. C'est-à-dire qu'on les forme à un temps donné. De temps en temps, ils nous sollicitent, ils nous donnent des nouvelles, mais on n'a pas une sorte de groupe fédéré qu'on pourrait organiser chaque année et qui pourrait faire le bilan de leur activité. Ça, aujourd'hui, on n'en est pas là. On va dire qu'on apprend en marchant et que ces biais-là, évidemment, il va falloir qu'on arrive à les corriger si tant est qu'on puisse le faire dans les années à venir. Mais je vous concède que c'est une limite de l'exercice. Mais au niveau des relais, on en est à peu près à 1100 relais formés aujourd'hui, avec 2 équivalents temps plein. Donc, je trouve qu'on n'est pas si mal au niveau du résultat, même si on peut toujours mieux faire, évidemment. Merci Frédéric. Nous avons dans le chat donc, une question de précision, mais qui est proche de celle de Thierry, celle de Yves Mérian. Je te laisse les lire, Frédéric. Oui, alors moi, ça fait combien de référents? Je vous l'ai dit, là, pour l'instant, entre 900 et 1100. Je crois qu'on est à 1100, là. On était à 900 il y a 2 ans, on est à 1100 maintenant. Et la question de Corinne Larue. Oui, c'est moi. Vas-y Corinne. Voilà, donc vous Oui, étiez bonjour. juste bonjour. Donc je trouvais c'est assez intéressant votre approche assez progressive en fait. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et du coup, je me demandais si vous étiez allé jusqu'à identifier des dispositifs plus participatifs parce que les habitants eux-mêmes, ils ont des idées, ils ont des idées ratins. Dans votre discours, vous étiez quand même très descendant sur l'information pour changer leur comportement. Et je me demandais dans quelle mesure vous aviez aussi identifié des
dispositif qui puisse permettre de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire remonter et du coup, pour vous, de travailler sur d'autres thématiques éventuelles que vous n'auriez pas identifiées préalablement, un peu par rapport à ce matin, de l'interaction un peu plus forte. Voilà, mais Oui. c'est déjà pas mal. Enfin, je veux dire, au-delà de ça, j'avais bien apprécié votre approche. Disons que, je vous le disais, il y a 12 millions de personnes. Donc, il faudrait qu'on puisse tester, par exemple, des conseils de quartier ou, par exemple, ça pourrait être intéressant. Aujourd'hui, on n'a pas les ressources humaines disponibles pour. Il faudrait déjà savoir ce qu'on veut faire. On a déjà réussi dans un premier temps sur la co-construction des outils et des messages. On l'a fait avec des représentants de différentes associations, ce qui était déjà une nouveauté pour nous. Je vous concède le trait descendant, mais trait descendant qui a été construit quand même. Ce n'est pas seulement les messages de Seine-Grand-Lac, parce qu'on n'était pas du tout légitime pour les porter nous-mêmes il y a 10 ans et encore aujourd'hui. Et donc même votre association, je pense que vous avez un beau budget de la part du ministère pour sensibiliser. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver des passerelles. Et je suis très d'accord avec vous, la question de tester les messages et de travailler avec la population en elle-même pour savoir, comme vous le disiez, de quoi avez-vous envie? Alors on l'a fait ça quand même, hein. On l'a fait à travers des soirées débats, après des films par exemple. On l'a fait dans le cadre de tests au début, quand on a testé l'outil, on est quand même allé voir avec des associations, on est allé voir leurs adhérents et on a quand même parfois des des messages très drôles de gens qui nous disent: «Mais moi je paye des impôts, c'est pas mon sujet, l'État fera pour moi, c'est bon, c'est pas mon problème». Donc si vous voulez, je vais pas dire l'écueil, pour nous, c'est une source évidemment de confrontation de nos informations avec le grand public. Mais on n'a pas les moyens aujourd'hui. Si on avait 50 personnes dans l'équipe, on pourrait le faire. On le fait par ailleurs, on le fait à travers les réseaux sociaux quand on mène des campagnes Facebook, par exemple, parce que le tracking, c'est horrible quand c'est une société privée qui le fait, mais quand c'est une collectivité qui travaille dans le cadre de l'intérêt général, ça peut être très bien. Et dans les campagnes Facebook, on voit à quel moment, par exemple, sur nos outils, les gens décrochent. Par exemple, sur les vidéos, quand ils décrochent au bout de 30 secondes, bon, bah, il faut qu'on module les formats. Donc ça nous aide. Mais je vous concède qu'il y a une marge de progression importante pour associer le grand public tel que vous l'avez défini. Merci. Merci. S'il n'y a plus de questions pour le moment, on va laisser Frédéric poursuivre sa présentation. Oui, et je vais vous laisser vous reposer justement avec une des vidéos qu'on a réalisées et qu'on a intégrées dans le dispositif Epicène pour vous présenter donc le sujet suivant, qui est le diagnostic de vulnérabilité territoriale. Alors, je vais retourner à ma présentation. Mais on va le faire directement, ça va être plus simple. Alors, on va le faire comme ça. Alors, est-ce que vous avez entendu le son ou pas? Non, pour le moment, non. Non. Tu dois. Je Alors, pense que. Voilà. non, Oui. à vous, je vais réessayer autre chose. Alors, partager. Il faut que je retrouve juste ma présentation. Voilà, est-ce que vous le voyez? Alors, là, on voit, c'est parfait, mais. Ouais. Donc, Oui, alors, je vais essayer de lancer la vidéo. Normalement, vous devriez la voir. Et on n'a pas le son. Il n'y a pas de son. Sinon, je peux regarder Alors, le lien. je vais réessayer. Il faut que je change mon son, en fait. Je suis vraiment désolé. Hein. Alors. Frédéric, est-ce que tu essayes de la mettre?
Ouais, je vais réessayer de la mettre une fois. D'accord. Haut-parleur. Voilà. Et je vais partager. Je vais partager la vidéo directement, pas le diaporama. Alors, si j'arrive à la trouver. Vous entendez là ou pas? Alors, Non. on Non. n'entend pas, là, on voit encore On voit, une. on voit la page de l'ordinateur, quoi, avec Voilà. et on voit pas la vidéo. Si c'est le lien que tu m'as envoyé, Frédéric, je peux le partager. Alors Ouais. attention, ouais, ton micro. Alors, C'est bon, Tom? ouais, vous voyez bien l'écran? Oui, Oui, on voit mais l'écran. maintenant, il faut le Il faut son. lancer. Ah, ok, je vais voir si vous me dites si vous entendez bien le son. Normalement, il y a partage, l'option de partage de son. En mettant partage. Est-ce que c'est bon? Non, il faut que tu Ah. appliques l'option. Partager le son. Ok, c'est bon. C'est bon? Je crois que ouais. Ouais. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Ok, allez. Le diagnostic territorial de vulnérabilité aux inondations. Un outil au service de la résilience. En cas d'inondation par débordement, ruissellement ou remontée de nappe, au-delà des dommages directs dans les zones inondées, de nombreux territoires connaîtront des impacts indirects, notamment des coupures d'électricité, d'eau potable ou de transport. Ceux-ci perturberont fortement la vie quotidienne et économique locale, parfois plusieurs semaines ou mois après l'inondation, entraînant des coûts importants en matière économique, sociale et d'image. Pour réduire ces impacts, comprendre les risques auxquels votre territoire et ses enjeux sont soumis est essentiel. C'est l'objet du diagnostic territorial de vulnérabilité aux inondations. Réalisé à l'échelle d'un bassin de vie comprenant plusieurs communes, ce diagnostic permet d'appréhender le risque dans l'espace et dans le temps pour prévenir les dommages humains et matériels, gérer la crise et faciliter le retour à la normale. Outil d'aménagement durable, il est au service du développement économique et humain et de la résilience du territoire. Pilotée par l'intercommunalité, la démarche regroupe élus, associations, services de l'État, gestionnaires de réseau, voire certaines entreprises locales emblématiques. Elle dure environ 1 an, rythmée par plusieurs phases. Le lancement du diagnostic permet de présenter les prestataires et les étapes du processus aux parties prenantes et de constituer un comité de pilotage. L'analyse des données géographiques locales par un prestataire spécialisé en connaissance et gestion des risques permet ensuite d'identifier les zones vulnérables, le type de menace et les enjeux impactés. On peut ainsi estimer le nombre de logements, de services ou d'entreprises affectés et évaluer l'impact sur l'emploi local, par exemple. Puis, l'organisation d'ateliers thématiques, supervisés par un prestataire spécialisé en animation territoriale, permettent aux acteurs concernés, élus, habitants et communes avoisinantes notamment, d'affiner le diagnostic pour co-construire des solutions adaptées au territoire. Enfin, la restitution en plénière débouche sur un diagnostic partagé avec un plan d'action territorial qui hiérarchise les opérations à mener sur les différentes composantes du territoire, en tenant compte des capacités de financement et de portage des maîtres d'ouvrage. Diagnostic comme plan d'action peuvent faire l'objet d'un cofinancement important s'ils s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'action de prévention des inondations, PAPI. Suite à 3 diagnostics tests réalisés avec les communautés d'agglomération du Pays de Meaux, Marne-et-Gondoire et la communauté de communes du Pays de Montreux, le PTB Seine-Grand Lac propose aux collectivités un guide méthodologique et un cahier des charges type pour réaliser leur diagnostic de vulnérabilité. Ceux-ci sont inspirés du référentiel national de vulnérabilité aux inondations et de la méthode Réviter. Outils stratégiques et opérationnels d'aide à la décision,
Le diagnostic territorial de vulnérabilité est essentiel pour favoriser le développement résilient des territoires. Voilà, parfait. Tu peux l'enlever, Tom, s'il te plaît. Et je vais pouvoir revenir à la présentation qui va être assez rapide puisque vous avez vu l'essentiel. J'espère que vous avez bien tous entendu ce qui a été dit. Moi, je vais revenir surtout pour la raison pour laquelle nous avons réalisé ce genre de document. Alors, si ça va bien. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez là ma présentation? Parfait. Oui, parfait. Voilà. Donc, à travers cette vidéo, vous voyez, d'à peu près 3 minutes, vous avez l'essentiel. Alors, j'ai chapeau à l'entreprise Sido d'avoir rendu intelligible des concepts à la fois techniques et puis territoriaux. Donc, l'objectif là-dedans, c'était vraiment de mieux qualifier les risques d'un territoire avec les acteurs locaux et surtout de voir quelle réponse le niveau local veut mettre en œuvre pour y faire face. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est d'essayer d'aboutir à ce diagnostic partagé dont on parlait tout à l'heure, à la fois par les élus et les acteurs locaux de cette vulnérabilité. Hein. Ce qu'on a pu voir, alors Ludovic a fait partie du groupement Ludovic Fett de l'IPR a fait partie du groupement d'entreprises qu'on avait retenu pour les réaliser avec Contrechamp. Donc on avait un spécialiste à la fois de tout le volet SIG avec une qualité de données qu'on a nulle part ailleurs, hein, en dehors de l'Île-de-France. Et puis un spécialiste de l'animation territoriale qui est Contrechamp, qui est une boîte de Lyon. Donc on a testé, on voulait tester une méthodologie de diagnostic. Pourquoi? Alors pour les éléments que vous avez à l'écran. Mais nous, on les a financés, donc c'était un jeu égoïste parce que ça nous servait. Ça servait autant à nous qu'au territoire. Je m'explique. Ça sert au territoire pour rentrer dans ce sujet par un chemin qui va les guider à la fois sur la connaissance de leurs enjeux exposés, la connaissance des différents aléas, et notamment à cette question-là, si je prends cette diapo-là, la couche CCR a été d'une grande surprise, à la fois pour nous et pour les acteurs locaux. Par exemple, sur Meaux, 2/3 des zones d'aléas sont composées de zones de ruissellement pour lesquelles ils n'avaient pas l'information et ils ont plutôt en général le porté à connaissance débordement, parfois remontée de nappe. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet de mesurer une chose, c'est-à-dire que depuis les PPR, alors Ludovic pourra en parler, hein, parce qu'en Île-de-France, évidemment, ça n'a pas freiné l'urbanisation en zone inondable. Par contre, ça a déporté dans les PLUI actuels les projets d'aménagement hors des grandes zones, enfin des zones de débordement des grands cours d'eau. Mais en l'absence de couches sur le ruissellement, eh bien, ça a déporté parfois ces projets-là dans des zones qui sont soumises au ruissellement. Donc ça, il est vraiment important que les collectivités aujourd'hui et les services de l'État aient des portées à connaissance de ce type. Même s'ils sont au niveau macro, c'est quand même pas inintéressant. Donc ça, c'est aussi ce diagnostic, une opportunité pour que les acteurs d'un territoire se parlent, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Alors on avait initié ces diagnostics, finalement, ils ressemblent beaucoup aux stratégies locales qu'on avait réalisées il y a une dizaine d'années pour les TRI. Donc on le fait là, ça leur permet de se parler entre eux et notamment de toucher pour les phénomènes de ruissellement, un acteur qu'ils n'arrivaient pas forcément à toucher, ce sont les agriculteurs. Parce que notamment en Seine-et-Marne, on est vraiment dans des zones de périurbanisation où on a du pavillonnaire au contact direct de zones de grande culture, sans haie, sans rien. Et évidemment, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de coulées de boue. Et les uns accusant les autres, vous avez produit le ruissellement et vous, eh ben, vous n'aviez qu'à pas urbaniser dans ce secteur-là, dont vous saviez très bien qu'il était en zone inondable. Donc ça permet de les mettre autour de la table et d'essayer de les faire discuter, non pas sur les problèmes, mais sur les solutions qui pourraient être apportées, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est une prestation qu'on a offerte
à l'intercommunalité, hein, donc à l'élu et à ses services. Donc ça, voilà ce qu'on peut dire. Surtout, ça leur permet de discuter et d'essayer de trouver des consensus sur les mesures qu'ils souhaitent mener, parce qu'ils n'ont pas forcément des millions d'euros aujourd'hui à consacrer à cette thématique-là. Donc, finalement, ça permet de hiérarchiser les priorités et de voir là où ils veulent mettre des moyens et de pouvoir les ventiler ensuite dans un PAPI de 6 ans pour les faire cofinancer. Et c'est là que nous, ça nous intéresse, parce que comme on est porteur de PAPI, par exemple, je prends le PAPI de la Seine-et-Marne francilienne, on a vient de faire, on a l'essentiel des intercos et on en a 23 là qui viennent de se lancer. Leur première action dans le cadre du nouveau PAPI va être de faire un diagnostic de vulnérabilité de leur territoire dans un premier temps, dans les premières années, pour au moment de la révision pouvoir inscrire les actions qui font sens chez eux et pour lesquelles ils ont les moyens humains et financiers afférents. Donc ça, pour nous, c'est très important. Comme ça, au moins, nous, en tant que porteurs, quand on bâtit des PAPI, on va voir nos collègues financeurs et comme ça permet de mettre en face des actions qui ont été réfléchies à l'échelle des territoires et qui font sens. Alors, je vous brosse un tableau idyllique, évidemment, hein, mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'aller sur ce processus-là. Et c'est vraiment de défricher et de retenir avec eux ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Évidemment, les conditions de réussite, ça, il faut que la démarche soit portée politiquement et par les services. Ça c'est une évidence. Ça, je vous en ai parlé. Ouais, ça. Alors, des exemples, je vois que je suis déjà très long sur mon explication. Présentation, vraiment rapidement, vous retrouvez tous les indicateurs qu'on peut avoir sur un territoire. Alors, quand ils sont brassés par l'IPR, ça donne des choses assez pertinentes, hein, sur les nombres de logements, nombre d'établissements, les emplois, etc., le parc de logements. Voire même, on essaye de voir au niveau des transports, les interconnexions que ce territoire-là peut avoir avec d'autres, la part d'emploi qui vient de l'extérieur et de celle qui va sur d'autres territoires, pour voir s'ils sont impactés aussi par la question des inondations. Donc, tout ça permet quand même d'avoir une feuille, un état des lieux à un moment de la vulnérabilité du territoire qui est quand même extrêmement puissante. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Parce que bon, en très peu de temps, c'est quand même les plans d'action derrière, évidemment, correspondent à des actions qu'on va pouvoir inscrire dans des PAPI pour la plupart, et avec une fenêtre de tir pour voir dans combien d'années on peut les ventiler. Alors voilà à peu près ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Je terminerai juste pour vous dire que c'était une initiative qui a été prise, Ludovic pourra en parler, au moment de la publication du référentiel inondation. Mais je crois qu'il y avait 98 indicateurs de vulnérabilité. Alors le problème, c'est quand vous avez une centaine d'indicateurs, quand vous redescendez à l'échelle du vice-président de l'Interco et de ses services, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc, vous m'entendez? Parce que moi, je suis bloqué. Oui, on t'entend. Voilà. Donc, le but, c'était aussi de tester quels sont les indicateurs les plus pertinents qui vont être compris par les acteurs du territoire et qui, derrière, on en avait parlé avec Myriam en préparant, on n'est plus seulement dans ces diagnostics-là que sur la thématique inondation. On essaye de la raccrocher au projet de développement du territoire et notamment toutes les autres techniques d'attractivité, de cadre de vie, d'alimentation durable, parce que je vous disais, il y a un volet avec la profession agricole. En fait, tous des sujets finalement sur lesquels les élus sont plus à l'aise. Et on leur permet de leur montrer qu'en fait, en agissant sur l'inondation, on va apporter un bénéfice sur tout un tas d'autres thématiques qui font sens au niveau du territoire et pour lesquelles les élus veulent se battre, c'est-à-dire développer leur territoire. Désolé d'avoir été un peu long, mais ce n'est pas toujours simple de présenter ce. En tout cas, c'est une initiative qui a fonctionné, puisque je vous le disais, on est passé de 3 en test à 23 maintenant dans le cadre de notre PAPI Seine-et-Marne francilienne. Donc, on voit qu'il y a une appétence
Et ça leur permet vraiment de rentrer dans le sujet sans faire n'importe quoi et de pouvoir répondre à la population quand il y a trop d'urgence. On ne peut pas agir dans l'urgence et que tout ça mérite quand même d'être réfléchi et pas fait de façon empirique. Voilà, merci. Merci beaucoup Frédéric et joignez-vous à moi pour applaudir l'intervention. Donc J'espère que c'était Frédéric, clair surtout parce que c'était c'est pas toujours clair et le limpide. cas. Je pense qu'il va y avoir pas mal de questions. Tom, tu souhaites intervenir? On peut entre le lever de main et l'applause, Donc, comme tout à voilà. l'heure. Alors, pour les questions, rappelez-vous, il faut lever la main avec le petit appareil, le petit signe que vous allez retrouver sur Teams. Alors, Philippe Garnier. Oui, bonjour, bravo et merci pour la présentation très très intéressante. Moi, il y a un point mais qui me marque depuis très longtemps, c'est les phénomènes de délégation de pouvoir. C'est-à-dire qu'effectivement, une grande partie des... Alors moi, même en tant qu'étudiant, à l'époque, j'étais représentant syndical au niveau du conseil d'administration, et la mobilisation éventuelle sur des problématiques liées à l'enseignement, la pédagogie, en gros, c'était tu es l'élu, entre guillemets l'élu, vous comprenez, c'est à toi de... C'est toi qui dois répondre aux aspirations. Et si jamais il y avait un problème, effectivement, on disait c'est pas normal. Donc, comment est-ce qu'il y a des réflexions particulières sur comment éviter cette délégation de pouvoir? Enfin, je sais pas, c'est une question d'ordre général, hein, mais en tout cas, elle a été, il me semble, mentionnée. Comment éviter ce phénomène qui est un phénomène assez classique, quoi. Alors, vous voulez dire de faire tout reposer sur l'élu? Bah, c'est-à-dire que oui, vous êtes. C'était une des remarques que vous aviez fait au niveau de la population en disant il y a moi je paye mes impôts. Enfin, c'était voilà, par rapport à Oui, ça, entre ok. autres, je paye mes impôts et c'est à vous de faire le boulot. Alors, j'ai pas eu le temps, évidemment, dans une présentation courte, le dispositif Epicène, il faudrait 2 bonnes heures pour vous expliquer vraiment tous les détails. Mais en tout cas, nous, on s'appuie beaucoup sur la loi de 2005 de modernisation de la sécurité civile qui indique que chacun est acteur de sa propre sécurité. Et justement, on rentre par cette voie-là en disant les pouvoirs publics ne peuvent pas tout. Et à votre échelle, certes, ça ne sera pas révolutionnaire, mais vous pouvez contribuer à faire en sorte vous-même d'être moins vulnérable, voire même d'aider les personnes qui sont dans votre proche entourage qui pourraient l'être, les personnes âgées notamment, les personnes handicapées ou des familles avec des enfants en bas âge. Et ça, on rentre avec cette optique-là, hein, de vraiment essayer de les responsabiliser. Mais en retour, de temps en temps, on a, écoutez, cher monsieur, moi je paye des impôts et démerdons si j'ose dire. J'avais eu le même cas de figure dans les townships sud-africains où entre les différentes mobilisations des communautés, certaines étaient vraiment en attente et très passives en disant l'ANC a été élue, elle a promis des choses, on attend que ça se passe, et d'autres qui inversement avaient parfaitement compris que c'était aussi leur affaire, hein, et que le gouvernement était là pour faciliter les choses. Et effectivement, c'est pour moi un enjeu assez important. Voilà. Merci. Et juste, je terminerai, évidemment, nous ne sommes pas dans les quartiers informels d'Indonésie où il y a une habitude, entre guillemets, de relèvement extrêmement rapide. Et nos sociétés se sont, on va dire, un peu encroûtées par rapport à, on va dire, il y a un siècle. Ça, c'est sans doute. Peut-être même la société française en tant que telle a une particularité de ce point de vue-là. L'État-providence, oui, peut-être. Peut-être. Merci Frédéric. D'autres questions? D'autres interventions? Allez-y. Oui, Yves. Puis après Thierry. Oui, alors j'ai bien apprécié l'exposé, hein, il est très très riche. Donc c'est une question un peu plus ponctuelle parce que je comprends qu'il y a le rectorat, il y a les communes, les maires, les intercommunalités, les différents types de populations, différents types d'opérateurs. Est-ce que dans votre approche, alors peut-être que ma question est un peu pointue, est-ce que dans votre approche, vous incorporez les problèmes d'électricité, les problèmes de communication électronique, etc. Et comment faites-vous à ce moment-là pour avoir le contact un peu continu
parce que je pense que il ne suffit pas d'avoir un contact une fois par an pour ça. Donc c'est un peu opérationnel ce que je propose, mais derrière ça, ça suppose plein de... Alors, il y a plusieurs échelles de réponse, en fait. À l'échelle des diagnostics que nous menons, on associe les opérateurs de réseau et on peut les associer à opérateurs de réseau, évidemment, électricité, eau potable, assainissement, transport. Il y en a d'autres qu'on arrive moins, sécurité informatique, et ben ça, c'est plus à l'échelle de l'interco, hein, si j'ose dire, mais ils sont associés. Mais là, on va dire, c'est pas ça, c'est un opérateur interne à la collectivité, c'est pas un opérateur externe. Donc oui, on arrive à les associer à cette échelle-là parce que à l'échelle du dessus, c'est-à-dire à l'échelle de la zone de défense, vous avez un travail qui est mené depuis plus de 25 ans. Et c'est le seul territoire d'ailleurs en France que je connaisse qui ait fait ce travail-là d'associer sous l'amicale pression du préfet de police tous les opérateurs de réseau pour qu'ils aient une connaissance de l'exposition de leur infrastructure et que derrière, ils en bâtissent des stratégies et qu'ils puissent ventiler des investissements, en tout cas ceux que le régulateur leur demande. Et d'ailleurs, à ce titre, il n'y a que dans le PPRI de Paris, donc la servitude d'urbanisme, où vous avez la liste de tous les opérateurs de réseau qui doivent réaliser ce qu'on appelle un plan de protection contre les inondations. Et donc ça, c'est vraiment, et c'est sur cette base-là, avec le pilotage de la zone de défense, et dans le cadre de groupes de travail, dont Ludovic pourra encore mieux parler que moi, puisque c'est lui qui l'anime avec la DRIEAT pour cartographier les fragilités de ces réseaux-là. Mais il y a, si vous voulez, en Île-de-France, un terreau extrêmement fertile qui a permis d'avoir ces données-là d'une qualité incroyable et qui nous a permis, par exemple, de faire toute l'étude sur les nappes avec les opérateurs de réseau et avec l'École des mines de Paris, et qui nous a permis derrière d'avoir des données qu'on n'aurait pas forcément ailleurs. Et d'ailleurs, depuis la loi Matras de 2021, les préfets des autres départements ont la possibilité, eux aussi, parce qu'il n'y a que le préfet qui a le pouvoir régalien, si j'ose dire, d'inviter, voire plus, voire de convoquer les opérateurs au sein de réunions où ils pourraient faire ce travail-là à l'échelle des départements. On est en train, nous, de l'initier dans le département de Lyon et du Loiret. Je ne vous cache pas que c'est complexe parce que là, il faut vraiment s'appuyer sur le préfet pour le faire. Mais comme on a 122 TRI en France, il serait quand même et comme on a des opérateurs qui sont quand même en situation de monopole, il est quand même étonnant de voir que des villes comme Lyon, par exemple, ne disposent pas de données de ce type, notamment lorsqu'on voit que le nouveau quartier qu'ils viennent de construire dans la pointe de la presqu'île, dans un endroit où les lits de la Saône et du Rhône s'entremêlaient il y a encore quelques centaines d'années. D'accord. Bon, donc s'appuyer bien sur le préfet, ça c'est important. Ah oui, oui, il faut le préfet. Dans le rapport avec l'État, comme l'État est quand même un multitête, il y a l'écologie, il y a l'intérieur, et il y en aura d'autres aussi. Mais il est important donc de savoir les mobiliser ensemble. Voilà. Peut-être sous l'égide du SGDSN, mais ça, je sais. Bon, c'est un autre sujet. Mais merci Thierry. Et Yves, maintenant, Thierry. Oui, moi j'ai une question à vous poser, peut-être en lien avec les débats de ce matin sur expertise et décision. En parallèle à toutes ces actions d'augmentation et de diffusion de la culture du risque, je voulais savoir, le PTB, qui a un rôle institutionnel également, a des responsabilités juridiques, des compétences, est-ce que vous vous êtes intéressé à quand même quelque chose qui demeure, en dépit de la culture personnelle du risque, qui est la question des choix collectifs, la question finalement de l'évaluation, la problématique socio-économique, qui est particulièrement vraie en Île-de-France, avec des antagonismes d'intérêts, amont, aval, agriculture, etc. Est-ce que vous avez été amené à développer
des outils par rapport à ça. Je veux dire, le fond de ma pensée, c'est qu'à mon avis, la culture du risque et l'engagement personnel ne progressera pas s'il ne progresse pas en même temps la question de la prise de décision, du partage de la prise de décision et des outils, c'est-à-dire la question du collectif. Surtout en France, effectivement, on a plus une culture de l'aversion au risque, une culture du risque. Donc voilà, c'était ça ma question. Comment vous avez des chantiers à côté? Ou est-ce que vous estimez que ce n'est pas dans votre feuille de route, hein, peut-être, hein? Alors, je vous le disais sur la sensibilisation, nous, on mène différentes actions au sein de l'EPTB, mais on n'est pas État, hein, on est un syndicat mixte issu de collectivités qui se sont réunies parce que le problème auquel elles doivent faire face dépasse largement leur périmètre administratif. Donc, sur ce volet de sensibilisation, on a répondu à un besoin qui a été identifié, je vous le disais, lors de l'élaboration des stratégies locales. Est-ce que pour autant, on arrive à partager la décision sur des questions de sensibilisation? J'avoue que j'ai du mal à répondre, parce qu'en fait, il faudrait faire du sur-mesure, alors qu'on a les moyens que de faire du prêt-à-porter, si j'ose dire, hein. Parce que vous avez un turnover terrible, que ce soit dans la population, chez les élus. Nous, on croit, en tout cas, il y a eu une cible vraiment qui nous paraît vraiment importante, ce sont les scolaires, avec lesquels on travaille beaucoup, parce qu'adultes de demain et qu'on travaille sur le long terme. Mais est-ce que tout cela est coordonné avec l'ensemble des territoires sur l'Île-de-France? Je n'aurais pas la prétention de le dire. Par contre, sur l'extension du dispositif Épicène de sensibilisation et de formation sur la partie amont, là, on va quand même faire, au moins avec les élus, un recensement de ce qu'ils veulent faire en matière de sensibilisation et on essaye de s'adapter à leurs besoins, mais qui ne reflète que l'avis des élus dans un premier temps. Parce qu'il faut être accepté, hein, parce que je vous rappelle, nous, on arrive quand même à être tatoué sur le front parisien. Et quand on arrive à 200 km de Paris, il y a parfois des frontières mentales qui sont difficiles à outrepasser, si j'ose dire. Mais on y arrive, mais ça prend du temps. Donc moi, le facteur temps, là, pour le coup, serait important. Par contre, sur d'autres missions, là, il y a beaucoup plus d'associations de la décision. C'est le mantra de notre président actuel, c'est de faire non pas de la solidarité amont-aval, mais commencer par de la solidarité aval-amont, c'est-à-dire j'ai 7,2 millions d'habitants dans la métropole, je peux moduler la taxe GEMAPI sur 7 millions de personnes, donc ça me donne des arguments, si j'ose dire, pour aller discuter avec les territoires de l'amont, pour leur dire, OK, vous contribuez à protéger l'Île-de-France. Alors, nous, on gère les lacs et puis on développe beaucoup ce qu'on appelle les zones naturelles d'expansion des crues, qui n'ont de naturel que le nom, hein, parce qu'évidemment, la plupart sont des zones cultivées ou des zones de pâture, mais essentiellement cultivées sur notre bassin. Et donc là, c'est un vrai dialogue avec la profession agricole pour voir dans quelle mesure eh bien, on peut les accompagner sur le long terme, là aussi, pour mieux accepter d'inonder leurs champs dans l'optique de protéger l'aval. Alors, ça, c'est une volonté politique. Dans un deuxième temps, évidemment, ça demande beaucoup de... Là, on a une équipe dédiée sur le sujet, mais ça nécessite surtout d'avoir des modèles qui sont capables de dire quand je stocke autant là, qu'est-ce que ça donne en aval? Parce que souvent, on arrive à percevoir l'impact, enfin, le bénéfice hydraulique jusqu'à quelques kilomètres en aval de la solution qu'on met en œuvre. Par contre, si c'est 200 km en aval, on est dans l'épaisseur du trait de la précision des modèles. Mais historiquement, si on dézoome, et j'essaierai de terminer là-dessus, je suis désolé d'être un peu long, le bassin de la Seine a toujours été un territoire servant l'Île-de-France. À l'époque du flottage du bois, notamment sur Lyon, etc. Donc je pense qu'il y a, nous, notre rôle, en tout cas, on était le chaînon manquant entre ces territoires de l'amont qui peuvent servir l'Île-de-France et eux au passage, hein, parce que les bénéfices sont d'abord pour eux localement. Et ça peut avoir un effet retardateur de l'eau qui arrive sur l'Île-de-France derrière.
Donc là, ce que je peux vous dire, il y a une sorte de partage de la décision sur cette action-là spécifique des zones d'expansion des crues, où la métropole, par notre intermédiaire, puisqu'on travaille sur les 45 000 km², peut apporter les moyens nécessaires pour faire passer des collectivités de l'intention à l'action sur ces sujets-là. Et avec des signatures de convention avec toute la profession agricole et un investissement personnel là, de Patrick Ollier. Là, moi, je représente la structure, mais je peux le dire aussi. On a changé quand même d'échelle sur ce sujet-là et ça marche plutôt pas mal pour l'instant. Après, est-ce que ça fonctionnera encore quand il ne sera plus là? Vaste question. Merci Frédéric. Encore une fois, merci pour ton intervention Frédéric. Je vous propose de vous joindre aux applaudissements. Donc toujours en utilisant Merci pour votre l'outil. attention et les questions. Et nous allons passer la parole à Ludovic Lettre.